Radio Judaïka, Fréquence Europe, Olivier Singer. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour notre émission réalisée au cœur du Parlement européen à Strasbourg. Alors, même si selon le dernier rapport de RSF, l'Europe reste le continent le plus sûr pour les journalistes et la liberté des médias, des attaques et des intimidations ont eu lieu dans certains pays. Des journalistes ont été attaqués dans toute l'Union européenne, comme le journaliste grec George Karevas, qui a été abattu à Athènes en avril 2021, ou encore le journaliste d'investigation néerlandais Peter de Vries, qui a été tué à Amsterdam en juillet 2021. Malheureusement, les exemples de recul de la liberté de la presse sont nombreux, que ce soit en Hongrie, avec la mainmise de Viktor Orban sur les médias publics et aussi celle de ses soutiens sur les médias privés du pays, le scandale lié à l'utilisation du logiciel de renseignement Pegasus dans plusieurs pays européens pour surveiller des journalistes, et même en France, l'inquiétude croît avec les rachats de grands titres de presse et la concentration de médias dans les mains d'une seule personne ou d'un seul groupe. À quoi s'ajoute la guerre entre la Russie et l'Ukraine, avec des tentatives de désinformation qui sont également source d'aggravation de la situation. C'est dans ce contexte d'inquiétude que la Commission européenne a proposé en septembre 2022 un texte législatif sur la liberté des médias dénommé le Media Freedom Act. Pour faire le point sur ce texte qui est désormais en débat au Parlement européen, nous sommes heureux d'avoir dans notre émission la députée européenne Laurence Farrand. Bonjour. Bonjour. Alors Madame Farrand, merci d'avoir accepté notre invitation malgré un agenda chargé pendant la session plénière à Strasbourg, on le sait. Vous êtes donc une femme politique française, vous êtes vice-présidente du MoDem, que préside François Bayrou, dont vous avez été l'adjointe au maire à la ville de Pau. Vous êtes également conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine pour ce qui est de vos fonctions en France. Élue donc députée au Parlement européen en 2019, vous êtes membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la jeunesse, dont vous êtes même la coordinatrice pour votre groupe politique Renew. Cette fonction vous amène à suivre la plupart des textes débattus dans cette commission, ce qui nous permettra d'aborder d'autres sujets que celle du Media Freedom Act. On profitera de vous avoir pour revenir également sur un rapport que vous avez soumis et que vous avez fait adopter au mois de novembre sur les jeux vidéo et sur le e-sport. Nous reviendrons également sur les conséquences du Brexit, puisque vous êtes allé à Londres il n'y a pas très longtemps, sur les conséquences du Brexit, sur les politiques culturelles et éducatives à la suite donc de l'arrêt du programme Erasmus, par exemple, ou du programme Europe Créative. Alors, revenons d'abord sur le sujet de base de cette émission, c'est le Media Freedom Act. Qu'est-ce qui justifie, selon vous, que l'Union intervienne sur ce sujet, sur la liberté des médias ? Est-ce que c'est une compétence européenne? Est-ce que l'Union européenne peut apporter une plus-value? Je dis ça parce que le Sénat hésite à approuver actuellement, il contrôle ce qu'on appelle la subsidiarité, si c'est bien de la compétence pour lui de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que l'Union européenne prend une décision très importante, c'est de défendre sa raison d'être. Sa raison d'être, c'est d'incarner un pôle démocratique majeur et sûr au plan mondial, alors que on sait très bien que ce modèle de société est menacée par les organisations ou les contre-modèles asiatiques, et pour pas dire chinois, par les risques qui pèsent sur des pays comme les États-Unis. On l'a vu à l'époque de Donald Trump. Donc, on doit réaffirmer nos fondamentaux, nos valeurs européennes et notre raison d'être. Donc, c'est dans le cadre déjà de ce grand plan d'action pour la démocratie que l'idée de ce texte a germé en 2020 et elle a été communiquée en 2022. Donc, que dit ce texte ? Ce texte, il dit quelque chose de très important. Tous les citoyens européens ont droit à une information pluraliste. Pourquoi c'est important ? Parce que quand on veut incarner la démocratie au plan mondial, on doit s'assurer que la démocratie existe et qu'elle est vivante et protégée au sein de son propre espace. Et on sait très bien, parce qu'on le vit session après session, actualité après actualité, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a des attaques permanentes de l'état de droit en Pologne, en Hongrie, et on l'a vu plus récemment, malheureusement, dans des pays comme la Grèce, où la liberté de la presse a été très clairement attaquée. Donc, c'est ça la raison d'être. Avant de se pencher, comme le fait le Sénat, sur le principe de subsidiarité, il y a le grand principe du fonctionnement démocratique. Et l'information, le droit à l'information pluraliste
est un de ses piliers fondamentaux. C'est là-dessus que se construit ce texte. Ça fait partie de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Exactement. Donc après, c'est vrai que techniquement, ça se fonde sur le fonctionnement du marché intérieur, mais on va voir que ce texte, il est dans la droite ligne de beaucoup de décisions qui ont été prises sur l'accès aux médias, la liberté des médias, le bon financement et toutes ces choses. Pour vous, quels sont les principaux problèmes auxquels sont confrontés les médias dans l'Union européenne et les principales menaces? On parle de quoi en fait? Le grand sujet, c'est la concentration. Alors la concentration, elle est très diverse qu'on se place dans une démocratie libérale, j'en ai cité 2, ou des risques que ça peut représenter pour des démocraties plus assises, que la France par exemple. Alors évidemment, c'est vrai que l'acte pour la liberté des médias, il s'adresse prioritairement Hongrie, Pologne, Grèce, des pays où il y a un problème de prise de contrôle des médias par le pouvoir ou par des proches du pouvoir. Ça a été le cas en Pologne avec des attaques sur la télévision privée TVP, TVN, pardon. TVP, c'est la télévision d'État. On a vu aussi en Hongrie, à l'époque de Club Radio, qui était une radio privée qui a été privée de fréquence. Il y a aussi il y avait une autorité de régulation, si je ne me trompe pas, qui est en fait dans les mains du pouvoir en place, et donc c'est elle qui détermine. Alors il y a une autorité de régulation, mais elle n'a pas de pouvoir étendu. Et ce texte, il vise à asseoir justement la capacité d'avoir des organes de régulation. Ce sera le Comité européen pour le service des médias qui pourra donner des avis, mener des enquêtes. Alors nous, députés, et dans mon groupe particulièrement, on veut lui donner plus de pouvoir et la capacité de s'autosaisir, parce qu'une fois qu'il aura fait son enquête, il faut que ça puisse être effectif, pour dire une concentration, est-ce qu'elle est vertueuse ou est-ce qu'elle présente des risques? Une concentration, on n'est pas contre une concentration a priori, ça peut permettre la viabilité d'un titre, ça peut permettre la viabilité d'un média, mais si en effet elle concentre trop de pouvoir et qu'elle pose des problèmes sur la liberté éditoriale, oui, là, il faut que l'Union européenne puisse intervenir et agir. Que prévoit donc ce Media Freedom Act pour garantir finalement cette indépendance des médias, hormis cet organe qu'on peut appeler de contrôle, type l'ARCOM en France, mais qui serait européen avec des membres de chaque. Si j'ai bien compris, il y aurait des membres de chaque autorité de régulation nationale qui seraient. Oui, alors ce sont des organes qui existent peu ou prou dans chaque pays, mais pas tous avec les mêmes types de compétences. C'est vrai que vous citez l'ARCOM en France, qui est un organe extrêmement développé parce que il va s'occuper vraiment de la représentation politique, de l'égalité, justement des problèmes de concentration audiovisuelle, puisqu'il n'a pas aujourd'hui de compétences sur la presse écrite. C'est aussi un des sujets qu'on a en débat. Mais il y a des pays où ça allait beaucoup moins, où ces autorités de régulation étaient juste là pour vérifier que la directive des services médias audiovisuels et la représentation fonctionnaient. Donc aujourd'hui, tout le monde doit monter en compétences et en pouvoir. Et c'est là qu'on va avoir de vrais sujets et de vrais débats potentiellement avec les États membres. En France, si on revient sur la situation française, on constate bien que la liberté de la presse, et même si on regarde RCF, on est assez correctement classé. Oui. On progresse. Oui, on progresse. Mais bon, on a cette concentration aussi des médias dans les mains d'une poignée de grandes fortunes ou de grands groupes. Mm-hmm. Pensez-vous que cette nouvelle législation européenne puisse éviter ce type de concentration et garantir l'indépendance de la presse? Je pense aussi qu'aujourd'hui, il y a un contrôle, puisqu'on le voit avec la concentration ou la fusion qui va se passer entre Lagardère et Vivendi. Mais c'est sur l'aspect purement concurrence. Est-ce que là, on sort de cet aspect concurrence et on va sur l'indépendance des médias? Alors, comme vous dites, déjà, la France est très bien placée. Elle est 26e sur 180 et elle a progressé. Mais on a pas un problème, une question de concentration. Il y a à peu près 10 actionnaires qui ont 80% des quotidiens nationaux et 95% des hebdos d'information générale. Donc, ce qui est une question. C'est pas tant un problème que la question de l'intervention sur une ligne éditoriale. C'est là où est le problème. Et pour citer nommément ce que vous évoquez, c'est la fusion Lagardère-Vivendi et notamment la prise de participation et de contrôle du groupe Bolloré et de Vincent Bolloré sur certains titres comme Paris Match, mais aussi la radio Europe 1 sur laquelle il était actionnaire mais pas majoritaire, qui peut poser des questions parce qu'en effet des questions se sont posées, notamment dans le cadre de Paris Match, sur l'éviction d'un directeur de rédaction, sur des décisions sur la ligne
de couverture. Il y avait une question sur la couverture. Donc oui, dans ce cadre, le Media Freedom Act sera opérant. Aujourd'hui, ce problème est renvoyé à la Commission européenne et à la commissaire de la concurrence, Margrethe Vestager, qui est en train de voir si ça ne crée pas une situation de domination. Mais elle est d'ordre concurrentiel. Donc c'est pourquoi le groupe Vivendi va devoir se dessaisir de sa branche édition, puisqu'il y avait un problème sur l'édition, ce qui est en train d'être fait. Et la question portait beaucoup ensuite sur les titres de presse qui étaient Paris Match et Gala. Voilà. Donc on voit que stratégiquement, le groupe Vivendi préfère garder Paris Match et acquérir la totalité. Donc il y a vraiment ces deux questions. À travers la commission, c'est traité à travers la question de la domination. Mais pour nous députés, moi j'ai fait partie des députés qui ont fait un courrier à Margrethe Vestager pour demander à ce qu'on ait quand même un traitement assez précis de ce cas, parce qu'en effet, se poser des questions d'intervention rédactionnelle. Quand pensez-vous que ce règlement puisse finalement entrer en application ? Et si vous voyez des difficultés, elles deviendraient de quoi et de où ? Alors, pour faire un peu de technique européenne, on a déjà résolu une partie du problème parce que vous savez, on avait le choix entre... C'est un règlement. Donc, c'est un règlement, c'est un texte qui s'applique directement 20 jours après le vote définitif. Il y avait des tentations de transformer une partie du texte qui n'arrangeait pas tous les États membres en directive. C'est-à-dire que ça aurait voulu dire une transposition dans les États membres. Et on sait que le moment de la transposition, c'est le moment potentiel de l'affaiblissement du texte ou de son ralentissement pour qu'il soit appliqué dans les... Parce que tous les parlements doivent le transposer. Et le voter. Donc, on a résolu le problème. Ça restera un règlement. C'est bien clair. Donc, ça veut dire une application directe. Donc, déjà, on peut dire que ce qui sera dans ce texte sera appliqué. Après, on n'est jamais à l'abri d'un blocage, mais aujourd'hui, tout est réuni pour que ce texte puisse s'appliquer dans les meilleures conditions. Il n'empêche qu'il y aura toute la phase de négociation à l'européenne, que vous connaissez. C'est toujours un petit peu long, mais on a des objectifs assez ambitieux dans notre commission, qui est donc responsable, commission culture, éducation, jeunesse et sport, pour que ce texte puisse être voté au Parlement européen en décembre. Donc ça risque d'aller pour éviter que ça soit dans cette législature encore et que ce soit pas dans la pas pour la prochaine législature, en effet. Voilà, c'est en tout cas l'ambition que nous avons. Alors on va changer de sujet, on va dire toujours, c'est le terme qui est utilisé sans transition, mais on va rester dans vos domaines de compétences puisque vous avez travaillé sur un texte, vous avez fait un rapport d'initiative, une résolution pour une stratégie sur le jeu vidéo et l'e-sport. Alors c'est quelque chose d'assez nouveau, c'est quelque chose dont on n'avait pas entendu parler souvent au Parlement européen. Alors déjà, pourquoi avoir choisi de travailler sur ce sujet et qu'attendez-vous cette fois-ci de la Commission pour faire cette véritable stratégie pour le jeu vidéo et le e-sport qui parle cette fois-ci à une génération, je dirais, plus jeune ? Oui et non, parce que le jeu vidéo a 50 ans et qu'il n'avait toujours pas été considéré au plan de nos institutions européennes, donc il était grand temps. Pour ma part, j'avoue que j'ai été frappée parce que j'ai travaillé au moment du Covid sur toutes les politiques de soutien au monde culturel et durant le Covid, c'est un secteur qui a progressé et dont je me suis rendu compte de l'ampleur puisque c'est 23 milliards de valeur ajoutée au plan de l'Union européenne, 5000 entreprises, des grands studios et un Européen sur deux qui est joueur, donc avec différents niveaux d'implication. Mais c'est un secteur extrêmement riche, donc qui concerne plus d'un Européen sur deux, qui nous apporte des compétences très fortes, très diverses dans le monde culturel et technique, puisque c'est vraiment l'alliance de la création et de la technologie, que donc il participe à un niveau certain à notre souveraineté numérique et que finalement, alors qu'il a tellement d'importance dans la société réelle, il était absolument sous les radars des politiques européennes. Donc il y a une petite partie de financement du jeu vidéo dans le programme Europe Créative, qui est le seul programme
en faveur de la culture à l'échelle européenne. Mais c'est ce que je souhaitais révéler dans mon rapport. Il mérite beaucoup mieux, beaucoup plus de considération et donc une véritable stratégie européenne de soutien dans les mois proches et j'espère dès la prochaine législature. On sait que la culture, c'est pas même si on rappelle toujours que Jean Monnet avait parlé qu'il aurait fallu mais on ne sait pas si cette citation est vraie, il aurait fallu commencer par la culture. Comment elle pourrait alors soutenir, si ce n'est pas financièrement, ce type de secteur ? Il faut qu'elle le soutienne financièrement. Mon objectif, c'est qu'il y ait une vraie ligne dédiée aux jeux vidéo à l'avenir. C'est une première étape. Mais au-delà de ça, on peut faire beaucoup en termes de reconnaissance du secteur et de structuration. Je propose notamment un observatoire européen du jeu vidéo parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on n'a aucune donnée consolidée sur le marché européen du jeu vidéo qui permettrait aux entreprises, aux studios, de savoir s'ils doivent se développer, de savoir quels sont leurs potentiels. Parce que vous savez, il y a des localisations dans les jeux vidéo où on peut se traduire son jeu. Enfin, voilà, il y a beaucoup de points sur lesquels on pourrait progresser. Et il y a la protection des actifs culturels, à laquelle je suis très attachée dans tous les domaines. Ça touche beaucoup l'audiovisuel parce qu'on peut imaginer que dans le cadre de rachat, un studio américain, asiatique pourrait se saisir de catalogues de films. Il en va de même sur le jeu vidéo. On a énormément de pépites avec, on l'a vu, des jeux financiers qui sont à l'œuvre aujourd'hui avec des volontés d'acquisition d'Américains, de Chinois comme Tencent qui sont en train de monter au capital de nos studios, voire de nos grosses sociétés telles Ubisoft européennes, et qu'il faut, à mon avis, absolument protéger contre ça et les garder. C'est vraiment un facteur de soft power, je parlais de souveraineté numérique. Le jeu vidéo, c'est le créateur du futur métavers. Il y a des briques technologiques qui ont été inventées par le jeu vidéo et qui potentiellement, et qui sont déjà à l'œuvre dans cette création du nouveau monde virtuel qui s'ouvre pour nous. Donc, c'est important en termes de création parce que on a une culture européenne, notamment dans nos jeux vidéo, qui s'appuie sur notre histoire, sur notre graphisme, sur nos scénarios qui sont très différents du reste du monde. Et à la fois, technologiquement, le jeu vidéo apporte des vraies innovations dans le monde numérique. Vous attendez là aussi, maintenant que vous avez fait ce rapport, quelles sont vos nouvelles attentes par rapport à cela ? Il faut que nos deux autres institutions, commissions et conseils s'en saisissent. Le conseil l'a déjà fait parce que le jeu vidéo est rentré à l'agenda culture actuellement. Donc la présidence suédoise s'en est saisie, mais ça va durer 3 ans. Donc j'espère que ça va avancer, qu'il va y avoir quelque chose de concret sur la table. Pareil pour la Commission. Ce rapport, comme nous n'avons hélas pas le pouvoir et d'initiative, il vise à impulser un nouveau texte sur tout ce que je propose, j'espère, en termes de soutien. Mais j'y reviendrai et on est quand même... Le sujet monte et je crois que ce rapport a eu le mérite de faire prendre conscience de l'importance du secteur. A dirty street, walked by shoeless feet. Inside it's long, so complete, watched by a shivering sun. Cold-eyed in a small child's face, watching as the shadows race through walls and cracks that leave no trace. Daylight's brightest shines. The days of Burley Spencer. The race is almost run. Nose pressed on frosted glass, gazing at the smoldering mass. Concrete fields, grows no grass, ambles blandly on. Iron trees smother the air, withering they stand and stare through eyes that neither know nor care where the grass is gone. The days of Burley Spencer. The race is almost run.
double on your chin. It's buried in the rock gin. You play the last of one. You play the house that can be beat. Look, your head's bowed in defeat. You walk along the street where only rats can run. The days of Pearly Spencer. The race is almost run. The days of Pearly Spencer. The race is almost run. On a écouté Rodolphe Burger, un Alsacien, un guitariste alsacien qui nous a réinterprété, qui a pris la reprise de The Day of Pearly Spencer, qui avait été interprétée par David McWilliams. Alors, je reviens avec vous, Madame Farran, pour avoir cette fois-ci et terminer un peu cette émission pour parler un peu du Brexit. Le Brexit, c'est un sujet qu'on pensait un peu en arrière, ça fait quand même quelques années maintenant, et pourtant vous êtes rendu à Londres pour un petit peu voir les effets du Brexit dans le domaine de la culture et de l'éducation, et on sait que c'est dans le domaine de la culture notamment qu'il y avait le plus grand rejet du Brexit, que le monde culturel n'était vraiment pas en faveur de ce Brexit. Qu'est-ce que vous avez constaté en rencontrant différentes personnalités sur place, et quelle analyse vous faites des conséquences du Brexit sur ces secteurs? Comme vous dites, le monde artistique et culturel qui rejetait totalement le Brexit et qui en a vécu fortement les effets, et puis de l'autre il y avait les jeunes qui étaient ou qui n'ont pas voté ou qui étaient contre, et qui eux aussi ont été les premiers pénalisés, puisque le choix du gouvernement britannique a été de couper tous les programmes de l'Union européenne, et a fortiori quelque chose d'emblématique était Erasmus+, et aussi par la fermeture des frontières et du marché unique, la circulation qui est l'alpha et l'oméga de la création culturelle, puisque les industries, si je commence par les industries culturelles, c'est la deuxième industrie du Royaume britannique après la finance, donc c'est leurs deux secteurs prioritaires et leurs deux industries qu'ils ont mises à bas avec le Brexit. Donc il faut c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la pêche, mais on a très peu parlé de la culture et des artistes. Voilà, exactement. Aujourd'hui, il y a d'un côté les artistes confirmés. Il y a une tournée de Dépêche Mode en ce moment. Je pense pas que Dépêche Mode ait des vrais problèmes pour circuler, remplir les stades, parce qu'ils ont des staffs pour s'occuper de tout ça. Mais pour tous les autres, c'est une extrême complexité, parce qu'ils ont un ratio de 90 jours sur 180 où ils doivent retourner à UK. Il y a un problème sur le cabotage dans les camions détournés, sur le merchandising. On n'imagine pas tous les problèmes que ça pose pour détourner pour les artistes, les performeurs qui sont pas de premier plan. Et puis, quelque chose qui m'a été révélé par un compositeur qui s'appelle Howard Goodall, qui, pour la petite histoire, a composé le thème de Mr. Bean et qui a été multiprimé, BAFTA, etc., qui s'occupe de ce sujet, qui dit c'est terrible pour les jeunes artistes, parce que vous êtes chanteur d'opéra, vous voulez partir 3 mois ou 4 mois ou 6 mois en résidence dans un opéra de Berlin ou autre, vous ne pouvez pas, parce que il y a tellement de contraintes administratives qu'on vous dit attends, c'est plus simple de prendre un autre jeune d'un pays de l'Union européenne. Donc voilà, c'est des carrières qui se ferment, c'est des expériences humaines qui sont terribles. Et et sur l'aspect Erasmus, le Royaume-Uni donc ne participe plus à Erasmus. Alors ça, c'est contrainte pour les Européens qui ne peuvent plus non plus partir faire une partie de leurs études en Angleterre ou en Écosse. Là aussi, comment c'est vécu par les jeunes? Quel est vos retours, puisque ils parlaient de faire un programme
État par État, une négociation pour une sorte d'Erasmus à l'anglaise. Est-ce que ça avance pour eux ? Ils ont mis en place leur programme qui s'appelle Turing, qui débute. Aussi pour l'histoire, en fait, la dernière génération d'Erasmus finira en mai de cette année. Donc voilà, c'est une nouvelle rupture qui est en train de s'opérer. Le Royaume-Uni a mis en place son programme qui s'appelle Turing. Mais alors, on voit l'état d'esprit, c'est qu'il ne va que dans un sens. On peut envoyer les étudiants britanniques dans d'autres pays, mais on n'accueille pas. Vous voyez, donc c'est déjà une façon de voir le monde qui est quand même très différente, je trouve, de leur philosophie. Ça, c'est le premier point. Et puis, ce dont je me suis rendu compte, c'est que en allant, j'ai vu surtout des universités, des professeurs qui disent que, en fait, les universités britanniques ont besoin de l'apport des étudiants étrangers pour des raisons financières. Donc, les Européens aujourd'hui ne peuvent plus bénéficier des tarifs des domestiques. Donc, les universités sont devenues inaccessibles. C'est autour de 20, 25 000, 30 000 livres l'année. C'est extrêmement cher. Alors, ils ont des universités très réputées, mais c'est des tarifs prohibitifs. Donc, ils accueillent des flux d'étudiants qui viennent majoritairement d'Inde et de Chine. Alors, on imagine que c'est quand même dans les classes les plus élevées et que ça change complètement l'ambiance, la nature de leurs universités parce qu'il n'y a plus de diversité. C'est des cultures extrêmement différentes. On peut se poser la question de la souveraineté quand on a une majorité d'étudiants chinois entre ces rangs. Voilà, tout ça pose beaucoup de problèmes. Et il y a même un point, c'est que ces étudiants, ils sont pas forcément satisfaits, donc ils font des questionnaires, ils font dégringoler les rangs des universités britanniques. Donc il y a des raisons d'attachement aux relations avec l'Union européenne qui sont si naturelles, et à la fois, on voit que pratiquement, ça se traduit par un appauvrissement, pas en monnaie sonnante et trébuchante, mais en termes d'échanges humains. C'est un peu tout l'objectif du Brexit. Et c'est tout l'objectif d'Erasmus, les échanges. Voilà, exactement. Mais je trouve qu'il y a quelques signes d'espoir qui, malheureusement, nous viennent de la situation de guerre en Ukraine. Parce que finalement, on s'est un peu retourné vers les alliés originels et il y a quand même ce bloc qui existe. On a vu aussi la détente opérée par Rishi Sunak qui est venu rencontrer des grands dirigeants dont bien sûr Emmanuel Macron. Mais on voit qu'il y a des signes. Et puis, dernière opportunité, l'Écosse, le Pays de Galles, l'Irlande, qui sont quand même très ouverts et qui étaient contre le Brexit et qui font des appels du pied très forts. Et nous allons partir avec une délégation du Parlement européen en Écosse très prochainement. Alors, avant de nous quitter, j'aimerais vous faire participer à une petite rubrique qui s'appelle Catch the Eye. J'ai passé la parole dans le cadre de Catch the Eye. Catch the Eye. Catch the Eye. We now move to Catch the Eye. Catch the Eye. Alors, Catch the Eye, c'est une petite rubrique où je vous pose des questions courtes et vous me donnez des réponses courtes. Quel est pour vous le plus grand succès de l'Union européenne ? C'est Erasmus+, pour moi, évidemment. C'est un programme qui est cher à mon cœur, sur lequel je travaille depuis le début de mon mandat. Et on a vu combien il manque quand il s'arrête. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un échec ou quelque chose qui ne marche pas ? C'est le lien avec les citoyens qui est encore beaucoup trop distendu et injustement. Et ce qui ne marche pas, c'est la médiatisation, la communication. Il faut qu'on arrive à réussir ça. Et merci pour votre émission. C'est ce qu'on essaye de faire. J'aurais une autre question. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Vous avez un réseau social préféré ? J'aime beaucoup Instagram. Oui, aujourd'hui Twitter n'est plus trop à la mode. Et je terminerai. Est-ce que vous avez un lieu, un événement, un livre, un film que vous souhaiteriez faire connaître à nos auditeurs ? Moi, j'aime beaucoup la série Parlement. Parce que j'ai des lieux que j'aime, mais je les garde secrets pour moi. Non, je rigole. Non, regardez Parlement, parce que c'était une série drôle, pleine d'esprit, pour découvrir les coulisses du Parlement européen. Donc, c'est une satire, évidemment, ça se moque, mais on découvre toute la richesse de nos institutions et une forme de démocratie très avancée. Et avec un petit second degré qui est pas mal aussi. Vous avez vu Salade grecque, oui. Je crois, de Cédric Clapiche. Oui. Vous avez un avis ou pas sur après l'auberge espagnole ? Est-ce que parce que c'est celui qui avait mis en avant le programme Erasmus. Oui, exactement. C'est très juste.
les générations se suivent et se ressemblent pas, et c'est ce qui fait notre richesse, je trouve. Et en tout cas, il a très bien cerné les préoccupations des plus jeunes générations. Alors là aussi, c'est parfois un peu extrémisé sur les caractères, mais je trouve que c'est très bien, et c'est très bien parce que ça montre comment le programme Erasmus, ou en tout cas la mobilité et les échanges sont universels et intemporels. Alors merci Madame Farrand de nous avoir consacré presque une demi-heure pour cette émission. Je vous souhaite encore une très bonne fin de session. Merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission européenne. À bientôt.